Bonjour, mon nom est Denise Cloutier. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie aquatique sur laquelle plusieurs naviguent durant la période estivale. Je vais d'abord me présenter et vous dire ce qui m'a amené aujourd'hui à vous faire cette conférence sur la navigation. Il y a plusieurs éléments qui touchent la navigation. Alors, je vous parlerai des organismes qui vivent dans l'eau. Également, un autre facteur très important quand on navigue, c'est la bathymétrie ou la profondeur de l'eau. Ensuite, je vous parlerai des embarcations qui naviguent sur l'eau, le type d'embarcation. Il y a aussi une législation relative à l'eau au Canada et au Québec, dont je vais vous parler un peu. Je vais vous présenter certaines études qui ont été faites sur l'eau et la navigation. Et je vais vous parler des impacts de la navigation sur la vie aquatique. En terminant, je vais vous donner des trucs pour être un bon capitaine responsable. Alors, qui suis-je? Je suis présidente du Conseil de bassin versant des Mille-Îles que j'ai créé. Comme vous voyez ici, le territoire de la zone des Mille-Îles inclut notamment la ville de Rosemère et toutes les rivières qui se déversent dans la rivière des Mille-Îles. Donc, c'est la zone de bassin versant des Mille-Îles. Je suis également membre du conseil d'administration du regroupement des organismes de bassin versant. Je suis directrice générale du Centre d'interprétation de l'eau qui est situé à Laval, à Sainte-Rose. Je suis aussi, à titre de présidente du COBAMIL, représentante au conseil stratégique de la table de concertation au Saint-Laurent Grand Montréal qui comprend tout le grand territoire de gestion intégrée de l'eau du Grand Montréal et un peu plus haut. Je suis aussi membre du comité d'experts du collaboratif Grand Lac Saint-Laurent qui a fait des recommandations au gouvernement fédéral sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de l'eau. Et enfin, je suis vice-présidente de la Coalition pour une navigation responsable et durable. Donc, tout ce cheminement m'a amené à vraiment vouloir prendre soin de l'eau. D'abord, je vous présente qui est le centre d'interprétation avec cette courte vidéo de 30 secondes. L'eau, source de vie. Abondante au Québec, mais parfois de qualité douteuse, elle souffre de nos excès. Sa transformation en eau potable, sa protection et son utilisation responsable passionnent l'équipe du Centre d'interprétation de l'eau qui sensibilise la jeunesse à sa préservation. Supporter la mission du CIO, visiter son musée de l'eau, participer ainsi à la communauté de l'eau qui change le monde une goutte à la fois. Alors voici qui est le CIO. Maintenant, au COBAMIL, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la sensibilisation, on nettoie les rivières, on renaturalise les milieux riverains et aussi, on fait ça sur le grand territoire que je vous ai montré tantôt, qui est un des plus petits en superficie, plus petits territoires des 40 zones de bassin versant au Québec. Par contre, un des plus populeux avec ses 420 000 habitants. Alors, on voit ici que chaque rivière de la zone des Mille-Îles a son bassin versant. Et on voit ici la rivière aux Chiens, plus particulièrement, qui circule dans la ville de Lorraine pour se déverser dans la rivière des Mille-Îles. La navigation responsable, qui est la coalition. La coalition est un organisme qui vise à sensibiliser le gouvernement à l'importance de protéger nos cours d'eau de la navigation. Elle a réalisé une campagne l'an dernier avec 5 messages assez importants qui ont finalement atteint plus de 1,5 million de personnes l'an dernier. Je suis aussi au conseil d'administration de l'association Lac Laurel et dans ce cadre-là, en tant que responsable de l'environnement du lac avec mon conjoint, mon mari, André-Philippe Hébert,
J'ai rencontré des personnes formidables. On voit ici Sylvain Miller et sa femme Anne Letourneau qui prennent des échantillons de plancton dans le lac Laurel. Tout ça m'a ouvert un monde extraordinaire, vraiment, là, sur la vie aquatique. Alors, ce sont qui ces organismes qui vivent dans l'eau? Voici un petit film que je vous passe en accéléré qui vous montre un petit peu qui sont ces organismes vivants dans l'eau, microscopiques et souvent grossis 400 fois pour que vous puissiez les voir. Ce film a été pris par Sylvain Miller. Alors, vous avez vu des organismes qu'on ne soupçonne même pas. Alors, ce sont tous des organismes microscopiques qui sont la base même de la vie de nos cours d'eau. Alors, minuscules, souvent transparents, ils ont des interactions les uns entre les autres et qui fait en sorte que la vie grandit. Vous voyez ici, ça c'est un rotifère, il est un petit peu plus gros que le premier que je vous ai présenté. Un stylet 2 mm encore, 0,2 mm, c'est tout petit, tout petit. 0,7 mm le diptère. Des larves de libellules, la vie des libellules commence dans l'eau. Et tous ces micro-organismes, zooplancton, nourrissent les poissons qui deviennent grands et qui permettent à la chaîne alimentaire de faire son œuvre. Donc, les algues, le phytoplancton nourrissent le zooplancton, les daphnies, les larves d'insectes, et les crapets soleil, puis les achigans, puis les huards, les oiseaux. Donc, c'est un cycle de vie avec une vie aquatique riche, diversifiée et tellement nécessaire à notre vie à nous. Maintenant, un autre élément qui impacte, qui est très important quand on se considère naviguer, c'est la bathymétrie ou la profondeur du plan d'eau où vous êtes situé. Voici un exemple de carte bathymétrique, celle du lac Laurel, d'où je vous parle. Donc, ce lac
vous voyez ici une fosse qui est assez profonde, d'à peu près 150 pieds ou 50 mètres. Donc, c'est un lac qui est en santé, heureusement, et qui aussi a ses zones peu profondes et très étroites. On va voir tantôt dans les études l'importance de la largeur où on navigue, de l'endroit où on navigue et de la profondeur. Si on regarde par exemple une coupe de la rivière des Mille-Îles, vous voyez ici Rosemère est située en plein milieu. Le fond de la rivière des Mille-Îles est très, très, très inégal. On voit ici vers Terrebonne commence à s'accélérer, mais surtout en période d'étiage, l'eau, le roche ou le fond de l'eau est à fleur d'eau. Donc, c'est une rivière où il est important d'être très, très prudent lorsqu'on navigue et où la navigation peut avoir un impact énorme également. Vous avez certaines cartes sur Internet qui vous permettent de savoir exactement, quand vous cliquez sur un endroit, où, à quelle profondeur l'eau. Il y a même des cartes qui permettent de naviguer en direct en sachant quelle est la bathymétrie de l'endroit où vous êtes. Par exemple, je vous parle du lac des Deux-Montagnes. Dans le document lavoile.com, on parle de la profondeur du lac des Deux-Montagnes. Donc, entre la pointe est de l'île Cadieux et le lac des Deux-Montagnes, s'étend une distance de 10 000 et offre des profondeurs de l'ordre de 4 à 7 pieds. Alors, on parle de maximum 2 mètres sur une grande, grande superficie du lac des Deux-Montagnes. Alors, c'est très important de retenir cet aspect de la navigation, soit la profondeur de l'endroit où on navigue. Alors, quel type d'embarcation navigue sur l'eau? Il y en a plusieurs types d'embarcations. Il y a des embarcations légères comme un voilier. On en voit souvent sur le lac des Deux-Montagnes. Et des chaloupes, des bateaux, des pontons électriques, des pontons à moteur et les fameuses motomarines. Vous voyez ici cette motomarine dans cette position-là a un gros impact sur le brassement des sédiments parce que ces jets sont dirigés vers le fond. Il y a aussi des surfboats qui font des vagues de 2 pieds. J'ai pris cette photo dans le lac Laurel qui a souffert de la présence de ce surfboat pendant 2 semaines, un été. Et c'est ce qui m'a motivée à m'impliquer, notamment avec la Coalition Navigation, parce que nos lacs au Québec ne sont pas capables de recevoir, de supporter le brassement des sédiments que provoquent ces surfboats. Ils sont de plus en plus puissants et sont synonymes souvent pour les vacanciers de plaisir, mais il faut se rappeler que l'eau sur laquelle les plaisanciers naviguent, ce n'est pas de l'asphalte. Un exemple, notamment au lac Sergent, un Baja 272 qui a une puissance de 425 chevaux vapeur et la profondeur de ce lac est d'en moyenne 2,7 mètres. Donc, c'est énorme l'impact de ce bateau sur ce lac. On revient à la rivière des Mille-Îles. La rivière des Mille-Îles possède sa marina à Sainte-Rose et il y en a une plus loin aussi, plus dans l'est, l'autre côté du barrage d'Hydro-Québec. Pas du barrage d'Hydro-Québec, pardon, de l'autre côté de l'île des Moulins, la marina Babineau. Donc, ces marinas invitent les bateaux à venir circuler sur le lac. De plus, Rosemère aussi possède sa descente de mise à l'eau et une fois qu'un bateau est entré sur un plan d'eau, il n'y a pas de réglementation qui permet de réglementer en fait la navigation. Je vous parlerai tantôt de la législation. Alors, un bateau, il y a différents stages et comment est-ce que ça fait des vagues? Alors,
Quand il circule très lentement, il n'y a pas de problème, mais il y a un stage où il accélère et où l'embarcation prend une forme inclinée, est inclinée et où elle provoque énormément de vagues. Et quand elle va un peu plus vite, ben, les vagues sont quand même un peu moins importantes. Alors, plus la vitesse augmente, plus la vague est peu importante, mais ça dépend notamment du type d'embarcation. Alors, on regarde ici un schéma qui démontre à quel point souvent on peut associer les vagues à la vitesse, mais ce n'est pas toujours le cas parce que dans ce cas-ci, la plus grosse vague a été produite à 9 km/h, 9 000 à l'heure, ce qui correspond à peu près à 15 km/h. Donc, ce n'est pas toujours quand on vole plus vite que les vagues sont les plus grosses, mais par contre, elles ont un impact quand même important. Je vous parlais tantôt de législation relative à l'eau. Lorsqu'un bateau entre sur l'eau, il est régi par la loi sur la marine marchande du Canada, une législation qui, selon moi, est complètement inadaptée. Elle ne tient compte que de la sécurité des embarcations et vise à minimiser les obstacles à la navigation. Elle protège d'abord les droits des navigateurs. Il n'y a pas grand-chose dans cette loi-là qui touche l'environnement. Transport Canada, avant de tenter une solution non réglementaire, demande qu'il y ait des solutions non réglementaires, notamment qu'il y ait un code de conduite volontaire avec presque 100% d'adhésion avant d'envisager une solution réglementaire. Ce qui entraîne souvent la polarisation des communautés dans les débats. On sait que dans les associations de lacs, souvent il y a plusieurs propriétaires de bateaux, d'embarcation, et que ceux-ci ne sont pas chauds à changer les règles ou à se faire un code d'éthique qui respecte l'environnement. Et ça amène aussi, bien, naturellement, sur une rivière, c'est encore plus difficile d'amener la communauté. Souvent, les rivières n'ont pas d'association de riverains. Donc, on parle de consensus souvent quand ça arrive sur le plus petit dénominateur commun, donc où l'environnement est perdant. Et la plupart des municipalités sont assez réticentes à prendre parti de ces, quand il y a justement cette polarisation des usagers. La loi sur la marine marchande, c'est un processus aussi quand on veut, par exemple, protéger ou réduire la vitesse à certains endroits. Ça peut prendre 6 ans entre le moment d'une demande pour une nouvelle réglementation et l'approbation ou le rejet. On a un exemple sur la rivière Chouchouap à cet effet. Au Québec, la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, c'est une législation puissante, mais qui est inutilisée, qui n'a pas de règlement vraiment qui permet de protéger la navigation, parce qu'au Québec, on se dit, bien, la navigation, ça relève du fédéral. Alors, cette loi, pourtant, confirme le statut juridique des ressources en eau comme faisant partie du patrimoine de la collectivité. Elle précise aussi les responsabilités qui incombent à l'État à titre de gardien de la ressource en eau. Elle définit les droits et les devoirs de la collectivité. Mais pour la navigation, rien de concret. Alors, je vais vous présenter quelques études sur l'eau et la navigation qui ont été faites. On regarde ici, par exemple, vous avez le quai du parc Charbonneau à Rosemère, pardon, où les bateaux peuvent s'installer à l'eau. Alors, on parle ici du quai du parc Charbonneau de Rosemère. Et j'en profite pour vous parler notamment de l'influence des précipitations sur la qualité de l'eau. Parce que quand vous jouez dans l'eau, que ce soit en bateau, en planche à pagaie, en kayak, si vous décidez de sauter à l'eau pour vous rafraîchir, ben, il faut faire attention à certains impacts, à certaines problématiques. Notamment, je vous montre ici une pluie et l'impact sur les coliformes fécaux. Les coliformes fécaux
le seuil acceptable, on parle pour jouer sur un plan d'eau, en fait, c'est 200 si vous voulez être en contact direct et 1000 pour pouvoir y naviguer dans une embarcation comme un canot. La rivière des Mille-Îles, malheureusement, quand il arrive des épisodes de pluie, comme vous voyez ici en 2012 avec le 10 août, ben, le taux de coliformes fécaux a monté à 6000. Ça, c'est des résultats d'échantillonnage qui ont été pris par notamment Éconature, le ministère de l'Environnement et aussi en collaboration avec le Cobamil. On voit ici la station de production d'eau potable, de pompage pour la production d'eau potable, dans la rivière des Mille-Îles. Et la rivière des Mille-Îles compte 6 stations comme ça de prise d'eau qui puisent l'eau pour en produire de l'eau potable. Donc, revenons à la navigation. Une autre étude, une étude sur l'impact des vagues créées par les bateaux de type wakeboard qui a été faite sur la rive du lac Memphremagog et Lovering par l'UQAM. Donc, Sarah Mercier et Yves Prairie ont conclu, après avoir étudié l'impact de ces types d'embarcations, qu'un wakeboat cause un impact considérable sur le rivage lorsqu'il passe à 100 mètres de la rive et que tous les passages à moins de 300 mètres ajoutent significativement de l'énergie aux vagues. Donc, l'embarcation wakeboat a un impact à 300 mètres de la rive. Donc, pour naviguer sans avoir d'impact sur la rive, il faut qu'il navigue dans un corridor qui a au moins 600 mètres de large. Une autre étude qui a été faite par l'Université Laval, cette fois sur l'impact de la navigation, a utilisé un bateau, un wakeboat, la même chose, au lac Masson. Et ces bateaux peuvent avoir plus de 600 chevaux vapeur, c'est énorme. L'appareil utilisé était un Doppler. C'est un Doppler qui calcule la perturbation dans la colonne d'eau et l'impact acoustique. Si on voit ici les effets de différents types de bateaux, les pontons et les wake surf. Alors, on voit ici un wake surf et un wakeboat et l'impact quand ils naviguent à 19 km. Alors, ces bateaux naviguent très, très lentement et visent à provoquer des vagues énormes. Alors, ils ont un impact à 3 mètres, à plus de 3 mètres de profondeur. Alors, c'est assez dérangeant pour la vie aquatique dont on a parlé tantôt. Alors, les conditions de navigation de cette étude, donc à 5 km, idéalement, il faut naviguer à 5 km pour tous les types de bateaux si la largeur est plus petite que 600 mètres de profondeur et de 100 mètres de largeur et en profondeur 500, plus petit que 5 mètres. Donc, les nouvelles conditions de navigation pour la pratique du wake surf et du wakeboat doivent être dans un plan d'eau qui a un minimum de 600 mètres de large et au moins à 5 mètres de profond. Une autre étude qui a été faite, par exemple, sur la capacité au lac des Sables, qui a répertorié le nombre de bateaux et étudié la capacité d'accueil de ce lac-là. Et la conclusion, c'est 51 embarcations. Et là-dessus, il devait y en avoir 30. Actuellement, au lac des Sables, il y a plus de 450 embarcations. Et une grande quantité d'eux sont des wakeboats et des surfboats et des embarcations à moteur puissant. Quel impact a cette navigation-là sur la vie aquatique? Je vous parlais du lac des Sables. Le lac des Sables n'a presque plus de poissons et il a une profondeur maximum 20 mètres et son eau est turbide, c'est-à-dire il n'y a presque plus de transparence dans l'eau.
Alors, qu'est-ce qui perturbe, que cause la navigation? Ben, elles viennent perturber la faune et la flore directement. Par exemple, les plantes aquatiques coupées, les algues et les sédiments sont soulevés par la vague des bateaux. Ça, c'est ce qui a été observé à la baie Cross, au lac Massawippi, le 5 septembre 2016. On peut l'observer dans tous les lacs du Québec avec la propagation des plantes envahissantes. Exemple, le Myriophylle aipi, qui est une espèce exotique très envahissante, qui est coupée par les hélices de bateaux, vient se propager partout dans le lac à cause de ça, parce que chaque petite bouture de 1 pouce peut faire en sorte qu'un nouveau plant s'implante dans le plan d'eau. Notamment au lac Laurel, d'où je vous parle, nous avons travaillé entre 2012 et 2019 à éradiquer le Myriophylle aipi qui nous provenait de notre lac de tête, le lac des Saisiles. Et ce lac des Saisiles compte à peu près 12 terrains de football de Myriophylle aipi qui est coupé allègrement par les nombreuses embarcations de ce lac. Donc, c'est un travail de tous les instants. Nous avons réussi à éradiquer le Myriophylle aipi, mais nous devons toujours être vigilants parce qu'il peut toujours y avoir de nouvelles colonies qui se forment. Alors, pour éradiquer, on l'a arraché avec des plongeurs qui venaient nous porter les plants et on avait aussi des cueilleurs en surface, au moins 2 cueilleurs pour un plongeur, pour s'assurer que les boutures ne se propagent pas dans le lac. Alors, les Myriophylle aipi est une des conséquences de la navigation en eau peu profonde et aussi une conséquence du fait que les embarcations changent de plan d'eau sans avoir été lavées. On voit ici l'étape importante de construction d'une station de lavage des embarcations et toutes les municipalités devraient être dotées d'un tel outil. L'impact de la navigation, on le voit ici sur ces mesures de transparence qui ont été prises au lac Laurel en 2018. La navigation augmente la turbidité. Donc, la transparence est prise à l'aide d'un disque Secchi qu'on voit et on le descend dans l'eau et au moment où on ne le voit plus, c'est là qu'on prend la mesure. Et la mesure en juillet, en plein dans les vacances de la construction, la transparence du lac a été grandement affectée. Donc, on parle de près de 2 mètres de différence. Donc, la transparence, pourquoi? Parce que les bateaux soulèvent les sédiments quand ils naviguent dans des endroits peu profonds. Ils les transportent et ça augmente aussi l'envasement des lacs et des plans d'eau. On voit ici une eau claire à gauche et après les vagues, cette eau peut être turbide de cette façon. Donc, en plus de soulever des sédiments, chaque sédiment possède sa petite molécule de phosphore et de nutriments. Donc, ça favorise les nutriments dans la colonne d'eau. Et quand il y a plus de nourriture, de phosphore et de nutriments pour les plantes, bien, les plantes prolifèrent. Et ce qui fait en sorte que le lac peut devenir eutrophe assez rapidement. Donc, le phosphore total, on voit ici qu'au mois d'août, le taux de phosphore a augmenté, donc après la période intensive de navigation. Un mémoire qui a été présenté à la ministre Marie-Claude Bibeau, par 8 organismes des cantons de l'Est, a été, donc, il se nommait Plaisance ou déplaisance, inverser le courant. On voit ici la rivière Massawippi, le lac Massawippi avec des algues bleu-vert provoquées par tous ces bateaux et les apports de phosphore et les sédiments qui sont remis en suspension. Alors, ce mémoire demande au gouvernement fédéral la création d'un comité consultatif conjoint
où le ministère des Transports et l'Environnement et les loisirs, la chasse et la pêche et le milieu municipal et les plaisanciers se parlent parce qu'actuellement, la navigation relève uniquement de Transport Canada. La Coalition Navigation notamment a déjà communiqué avec Environnement Canada concernant la protection des lacs de la navigation et ils nous ont référé directement à Transport Canada. Donc, ces gens-là ne se parlent pas et il ne peut pas y avoir de priorité concernant la navigation et l'environnement actuellement. Qu'est-ce que fait aussi la navigation? Ben, une image vaut 1000 mots, je vous le donne. Ce film a été pris sur la rivière Shuswap en Colombie-Britannique et c'est souvent un comportement qu'on voit sur nos plans d'eau. Alors, je vous rappelle que la navigation sur la rivière Shuswap, qui est très peu profonde, a un gros impact sur les rivières, sur le saumon qui va effrayer. Donc, vous avez vu un peu ce qui se passe. Il y a aussi au Michigan une étude qui mentionne notamment que les wakeboats causent des dommages aux propriétés riveraines. Donc, c'est pas d'hier. En conclusion, les études. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire selon les études? Donc, il faut réduire la vitesse à moins de 300 pieds de la rive, ne pas remplir les ballasts qui viennent augmenter la vague, ne pas naviguer près de la rive, des plages, près des résidences riveraines ou des milieux humides, éviter de tourner en rond, ce qui augmente la hauteur et la fréquence des vagues, et éviter de naviguer en eau peu profonde ou près des rivages naturels. Alors, les types de bateaux, ils sont de plus en plus puissants, qu'ils soient électriques ou à moteur essence. Chaque embarcation a son empreinte environnementale. Alors, avec la Coalition Navigation, il y a eu certains articles qui ont parlé justement du bon bateau au bon endroit qui est visé par la Coalition Navigation. C'est important d'être conscient de l'embarcation qu'on achète avant de s'aventurer sur un plan d'eau. Il y a d'autres articles, notamment la presse, déjà en 2014, parlait des wakeboats et des remous que leur utilisation provoque. Un autre article dans la presse aussi. Donc, effectivement, la coalition plaide pour des normes nationales qui respectent l'environnement et non seulement les navigateurs. Alors, on est actuellement dans une impasse. Certains types de bateaux et comportements humains ont des répercussions néfastes sur l'environnement. La situation se détériore avec chaque année qui passe. Il y a de plus en plus de bateaux puissants qui accèdent aux lacs et aux rivières sans contrôle. Mais les tolérances environnementales des cours d'eau, et j'ajoute de la vie aquatique,
et de leur superficie ne peuvent être ajustés. Alors, dites-moi, comment pensez-vous que ces êtres microscopiques, si nécessaires à notre vie, peuvent survivre dans un environnement turbide ou eutrophe? Je vous ai parlé de turbidité tantôt. C'est quoi l'eutrophisation? Je vous montre un peu qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, le lac Laurel, d'où je vous parle, est oligotrophe, donc dans la zone où il est encore vraiment de belle qualité. Je peux vous dire que les rivières de la zone des Mille-Îles sont toutes eutrophes et la rivière des Mille-Îles, à cause de l'apport de la rivière des Outaouais, est sûrement dans cette catégorie de méso-eutrophes. Alors, c'est pour ça que la turbidité de la rivière des Mille-Îles est assez... la transparence, je voudrais dire, de la rivière des Mille-Îles est assez limitée. Alors, qu'est-ce que fait un capitaine responsable? Premièrement, un capitaine responsable, il sait que naviguer, ce n'est pas un droit. On voit ici les gens sur la plage d'Oka qui amènent leur embarcation très près de la berge et qui ont des comportements, disons, peu responsables. On voit aussi le navigateur doit considérer que la navigation de plaisance ou le nautisme est un privilège et non un droit. Et ce privilège passe après le droit des Canadiens à l'intégrité de leur richesse naturelle essentielle que sont les plans d'eau. Les règles de base pour naviguer avec le bon bateau au bon endroit. Alors d'abord, si vous êtes à l'intérieur de 300 mètres de la rive, la vitesse maximum de 15 km/h, soit le minimum atteint lors de l'embrayage, de 5 km/h, pardon. Donc, vous devez naviguer à 5 km/h dans deux conditions, quand vous êtes à moins de 300 mètres de la rive et à moins de 5 mètres de profondeur. Autrement, vous causez de l'érosion, autrement, vous causez du tort à la vie aquatique qui se trouve souvent dans ces 5 mètres de la rive. Alors, 5 messages sont véhiculés par la Coalition Navigation. Donc, ces 5 messages ont été véhiculés pour la première fois l'an dernier et continuent de l'être tout au long de l'été et à travers le Québec. Donc, il faut préserver l'écosystème et si vous allez sur le site de la Coalition Navigation, je vous invite à le faire, vous allez voir tout ce qu'on peut faire. Donc, vous avez des solutions pour naviguer et conserver l'eau claire, naviguer et réduire l'érosion, naviguer et sauver la biodiversité. En conclusion, selon vous, est-ce que nos lacs et nos cours d'eau sont des milieux vivants ou des terrains de jeu? Je vous invite à y réfléchir. Je vous invite aussi à venir voir le centre d'interprétation de l'eau. On est situé à Sainte-Rose, tout près de chez vous, et où on a un musée scientifique et où on fait des expositions permanentes et où on offre des animations aux jeunes pour les sensibiliser à la protection et à l'utilisation responsable de l'eau. Ceux qui veulent bouger cet été à vélo ou à pied, tout autour de l'île de Laval, et vous avez un rallye des rivières qui a été créé par le CIO, Centre d'interprétation de l'eau, où il y a actuellement 16 bornes autour de l'île de Laval et 5 nouvelles qui seront installées bientôt cet été sur la rive nord. Donc, ce rallye des rivières vous permet d'en apprendre plus sur les trésors que comportent ces rivières. Et en fait, c'est une activité parfaite pour la pandémie où on peut réaliser ça seul
ou en famille. En terminant, je tiens à remercier les nombreux collaborateurs là, qui m'ont permis de faire cette présentation, notamment Camille Robert qui a fourni les images pour la vidéo du CEO. Sylvain Miller, dont je vous ai parlé tantôt, qui est biologiste, et sa conjointe Anne Letourneau, qui est biochimiste, qui sont chercheurs et plongeurs, qui nous ont fourni la vidéo de plancton. La Coalition pour une navigation responsable et durable pour son travail incessant pour protéger nos plans d'eau de la navigation. Les chercheurs de l'UQAM, Sarah Mercier et Yves Prairie. Les chercheurs de l'Université de Laval, Sébastien Raymond et Rosa Galvez-Cloutier. Bleu Massawipi qui a fait ce mémoire au gouvernement fédéral. L'étude du Michigan Lake Stewardship Association, l'Association du lac Sept-Îles et André-Philippe Hébert, mon mari courageux, qui aborde les navigateurs du lac Laurel pour leur parler de notre code d'éthique. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à écrire à dcloutier@cieau.org. Donc, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci et au plaisir.